Hello, 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 hello. Alors, parlons maintenant de notre troisième point, qui est le machine learning pour les données IoT, concernant maintenant quelques algorithmes simples pour commencer à entrer en profondeur pour notre étude. Ici, dans cette vidéo, nous allons plonger un peu au cœur du machine learning pour comprendre les concepts et les mathématiques qui se cachent derrière trois algorithmes essentiels. Nous allons surtout explorer quelques théories derrière les modèles les plus populaires comme la régression linéaire, le K-nearest neighbor, appelé le KNN, et le K-means clustering. Nous verrons comment ces modèles apprennent à partir de nos données, comment fonctionnent leurs équations et pourquoi ils sont si puissants dans l'intelligence artificielle. Merci. Commençons par notre premier modèle qui est la régression linéaire. Le but ici de notre modèle, c'est pour prédire une variable continue comme le prix d'une maison, la température, etc. Une variable continue, donc c'est nécessairement un chiffre ou un nombre. Alors, le concept de base de cet algorithme c'est bien sûr un des algorithmes les plus simples, les plus utilisés, et son objectif est de prédire une variable continue, comme je l'ai dit. Ici, ça nous aide à faire quoi? À résoudre ou bien à comprendre à amener à prédire des valeurs qui sont continues comme les températures dans une ville en fonction de l'heure et de la journée, ainsi de suite. Ça, comme type d'apprentissage, on a vu qu'on avait trois types d'apprentissage: supervisé, non supervisé et aussi apprentissage par renforcement. Le type de notre algorithme ici en question, c'est un type d'apprentissage qui est supervisé car il apprend à partir des données étiquetées, c'est-à-dire qu'il connaît les valeurs cibles pendant l'apprentissage. Donc, je connais la valeur X, je connais aussi la valeur d'Y pour certains cas. Alors, je vais demander quelle sera la valeur d'Y si j'ai tel X. Donc, c'est ça ce que je viens de dire. On peut même voir la fonction mathématique se cachant derrière cet algorithme. La régression linéaire ici repose sur une fonction linéaire de cette forme ici. Où, ici, on a y équivaut à bêta initial plus bêta 1 fois le coefficient x1 plus la constante bêta 2 fois le coefficient xd plus ainsi de suite jusqu'à bêta n fois le coefficient xn plus e. Ici, on a y, c'est une variable cible, par exemple, ça peut être la température, ainsi de suite. Les valeurs x1 jusqu'à xn sont les variables indépendantes, par exemple, l'heure de la journée, l'humidité, etc. Donc, on peut avoir plusieurs variables. On a bêta ici qui est l'ordonnée à l'origine, le point où la droite coupe l'axe des ordonnées. Bêta 1 jusqu'à bêta n sont des coefficients de régression, donc ils indiquent l'impact de chaque variable sur la variable cible. La variable cible ici, c'est y. Donc, on peut connaître y, et ainsi de suite, y1, y2, y3, et ainsi de suite, avoir beaucoup d'y. Donc, c'est ça la formule qui va être appliquée. Alors, je vais lui donner, par exemple, si j'ai la valeur telle cible, la valeur j'ai la valeur bêta 0 telle, la valeur bêta 1 telle, jusqu'à bêta n, quel sera ma prix? Quel sera le prix de cette maison? Quelle sera la température de demain, ainsi de suite? Donc, c'est comme ça qu'on utilise la boucle. On a plusieurs valeurs cibles avec leurs coefficients, les valeurs indépendantes qui sont x, ainsi de suite. Et aussi, nous devons aussi additionner l'erreur aléatoire ou la perturbation, parce que ça peut aussi exister. L'erreur peut aussi être là. Donc, on doit toujours avoir cette erreur. Et la différence entre la valeur observée et la valeur prélevée, bien sûr. C'est ça ce qu'on appelle l'erreur aléatoire. Donc, c'est comme ça. Si vous voyez quelqu'un qui a implémenté la régression linéaire, sachez qu'il est en train d'exécuter telle équation dans
l'arrière-plan. Donc, c'est juste une fonction mathématique simple comme ça qui est exécutée. Ici, son objectif, c'est de minimiser l'erreur le plus possible. L'objectif de cet algorithme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire souvent en utilisant la méthode des moindres carrés. On va aussi voir ça en pratique. Avantage, c'est facile à comprendre, à implémenter, très rapide à entraîner, surtout avec des grandes quantités de données. Permet d'interpréter facilement les coefficients pour comprendre les relations entre les variables. Donc c'est ça. Ça nous permet d'interpréter très facilement et de voir les coefficients pour comprendre les relations entre les variables. Inconvénient ici ne fonctionne bien que si la relation entre les variables est linéaire. Donc si la relation n'est pas linéaire, là ça devient un peu alarmante. Ça ne fonctionne pas très bien. Donc ça va prédire des valeurs qui sont erronées. Et sensible aux valeurs aberrantes qui peuvent fausser le résultat. Donc c'est juste ça. Ici, on peut aussi dire que le modèle ajuste le coefficient ici bêta en minimisant le plus que possible la valeur qui a été fournie. Donc c'est au modèle de faire quoi? De faire ses calculs, bien ses réglages elle-même jusqu'à trouver une valeur à prédire. Continuons notre deuxième cas, qui est la classification avec le cas Nearest Neighbor, ou bien le KNN. Le but de cet algorithme, c'est de classer un nouvel élément en fonction de ses voisins le plus proches. Donc, je peux dire ceci. Oh, cette bouteille a une couleur bleue. Donc, je vais essayer de voir là où on a des bouteilles avec des couleurs bleues et c'est là où je vais le classer. Donc, ça. Donc, classer un nouvel élément vers un élément le ressemblant très très prochainement. Donc ici, en principe ici, il n'y a aucune phase d'apprentissage. On stocke des données, puis lorsqu'un nouvel échantillon arrive, on regarde les points les plus proches pour pouvoir dire que ah oui, ça ressemble à ceci. Donc, c'est juste ça. Le KNN, c'est un algorithme de classification. Classification supervisée, utilisé pour classer les données, comme je l'ai dit. C'est un algorithme non paramétrique, ce qui signifie qu'il ne fait aucune hypothèse sur la forme et la fonction de distribution. Ça nous aide par exemple à détecter si un capteur IoT fonctionne normalement ou s'il présente des anomalies. Suivant les données que ce capteur est en train de nous envoyer, on peut dire que oui, ce capteur fonctionne très bien ou ne fonctionne pas très bien. Le type d'apprentissage ici, c'est le type d'apprentissage qui est supervisionné car l'algorithme apprend à partir des données étiquetées. Ok, continuons. La fonction mathématique se trouvant en arrière-plan, c'est celle-ci. Ici, ça repose sur une mesure de distance. Donc, on détermine la distance euclidienne entre les points de données. La formule pour la distance euclidienne entre les deux points A, x1 et y1 et b, x2, y2 dans un espace à deux dimensions est la suivante. Donc, nous cherchons la différence entre x1 et x2 ou bien x2 et x1 au carré plus la différence entre le point y2 et y1 au carré et puis la racine du carré nous donne ce qu'on appelle la distance. Et bien sûr, pour l'implémentation généralisée, on va utiliser la sommation. Donc, on va faire la sommation des points. Parce qu'ici, j'ai donné x1 et y1, x2 et y2, mais on peut avoir xi et yj. Donc, on peut varier i et j et avoir plusieurs données. Donc, c'est comme ça qu'on peut trouver la différence entre les deux points. Et ensuite, on peut chercher les cas voisins les plus proches des points classés et les attribuer une classe la plus fréquente. Donc, c'est ça. Ici, on commence d'abord par calculer la distance entre les deux premiers points, qui est x1 et x2. Et puis, après avoir calculé la distance, on va faire le choix
de plus proche. Donc, on va chercher là où le point se rapproche de plus que l'autre, que son voisin. Et puis, on va faire voter la majorité des classes. Par exemple, si 3 voisins sont rouges dans la classe A et 2 sont bleus dans la classe B, le nouveau point est classé dans la classe rouge A s'il est rouge ou bien bleu s'il est bleu. Donc, c'est juste ça. Ici, on peut voir aussi l'avantage de ça. C'est facile, c'est un algorithme qui est facile à comprendre, bien sûr, et à implémenter. Parce que ça ne demande pas beaucoup de connaissances en mathématiques. C'est juste comprendre que je dois déterminer la distance entre 2 points. Et ne nécessite pas de phase d'apprentissage proprement dite. Et pas de modèle explicite construit et fonctionne lorsque les classes sont clairement séparées. Inconvénient ici de notre modèle, ça offre bien sûr une lenteur lors de l'évaluation sur de grands jeux de données. Donc lorsqu'on a une très grande base de données, on peut avoir ce qu'on appelle une lenteur dans l'exécution de notre modèle. Et c'est sensible à la dimensionnalité des données. Donc l'effet de la malédiction de la dimensionnalité peut survenir dans des espaces de caractéristiques de haute dimension et nécessite un choix approprié du paramètre K. Continuons avec notre troisième algorithme qui est le K-means clustering, qui nous aide à regrouper sans supervision. Le K-means ici, ça nous aide tout simplement à créer des groupes appelés des clusters d'objets similaires sans connaître les classes à l'avance. Donc, je ne connais pas que c'est une bouteille, je ne connais pas que ça a une couleur bleue, je ne connais pas que c'est une maison, je ne connais pas qu'il a 2 chambres, je ne connais rien. Donc, je fais seulement le regroupement de données. C'est juste ça. Donc ici, le K-means, c'est un algorithme de clustering qui est non supervisé, utilisé pour regrouper des points de données similaires en clusters. Et ce type d'algorithme est très utile lorsqu'on cherche à segmenter ou à découvrir des structures cachées dans des données sans avoir d'étiquette de classe au préalable. Comment ça fonctionne en principe? On commence par choisir un nombre de groupes. Après avoir choisi un nombre de groupes, on va placer le K, qui est notre nombre de groupes, au centre appelé centroïde aléatoirement, affecté à chaque point au centroïde le plus proche et recalculer les centroïdes répétés jusqu'à la stabilisation. Donc ici, par exemple, on peut être amené à résoudre par exemple, le regroupement sur les comportements similaires des capteurs IoT pour détecter des anomalies ou des tendances dans les données. C'est un type d'apprentissage qui est non supervisionné, bien sûr, car il travaille avec des données qui sont sans étiquette. Ici, l'algorithme K-means cherche à minimiser, bien sûr, la somme des distances des carrés, entre chaque point des données et les centres de son cluster respectif. Et cela peut être formulé par la fonction suivante. Vous voyez ici, J ici, c'est la somme des distances au carré. Je fais la sommation de I allant de 1 jusqu'à K, car vous vous souvenez que j'ai dit que c'est le nombre de groupes. Ici, XI appartenant à CI. CI, c'est le i-ième cluster que j'ai dans ma groupe. C'est un i-ième groupe. Et XI, c'est un point de données dans le cluster CI. Dans le groupe, c'est un point, ça peut être n'importe quel point dans notre cluster, dans notre groupe. Et puis, mu, indice i, c'est un centroïde du cluster. Donc, je vous ai parlé de centroïde, donc c'est un élément du centre de notre cluster CI, le centre de la masse du cluster. Donc, ça cherche à faire le classement ou bien le regroupement en utilisant le centroïde mu i. Donc, après avoir obtenu les groupes, le nouvel élément va être regroupé dans la couleur bleue s'il s'agit de couleur bleue, ou bien une couleur qui est proche du bleu, ça peut être bleu ciel, je ne sais pas, bleu bic, ainsi de suite. Ça va tout simplement l'amener au cluster répondant à cette couleur. S'il s'agit d'une bouteille, ça va l'amener au centroïde des bouteilles.
dans les groupes, dans les couleurs bleues, ainsi de suite, pour pouvoir le décrire et dire qu'il s'agit de solide. C'est pour cela que vous verrez que les algorithmes qui sont non supervisés, par exemple ChatGPT, vous lui demandez par exemple de vous écrire une phrase en français, ça vous écrit une phrase qui est très concrète, vous lui demandez de vous générer une image, ça va aller là où il y a des images, traiter les images et puis commencer à vous générer une très bonne image. Donc, qui sont adaptables parce qu'ils ont fait ce qu'on appelle, ils ont été entraînés par des données qui sont, par des algorithmes qui sont non supervisés, pardon. Ici, l'algorithme ici, comme je l'avais expliqué, fonctionne en initialisant le cas qui est notre centroïde qui est donné juste au hasard. Après avoir fait ça, on fait l'assignation qui est assignée à chaque point de données au centroïde le plus proche. Donc, on va chercher quel est l'élément, quel est le centre le plus proche pour pouvoir que je puisse l'assigner à mon élément. Et puis, on effectue une mise à jour, donc calculer le nouveau centroïde comme étant la moyenne des points assignés à chaque cluster. Donc, après avoir dit que cet objet a de couleur bleue, je vais chercher parmi les objets de couleur bleue que j'ai où se trouve un objet de type bouteille. Et je vais maintenant recalculer. Donc, c'est la mise à jour. Donc, calculer le nouveau centroïde. Je vais amener cet objet de couleur bleue vers les objets de type bouteille que j'avais auparavant. Ou bien vers les objets de type voiture que j'avais auparavant. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. On va répéter les étapes de E3 jusqu'à ce que les centroïdes ne changent plus. Donc, jusqu'à ce que j'ai épuisé toutes les centroïdes de ma base de données. L'avantage que ça offre, c'est peut être utilisé pour explorer les données non étiquetées, bien sûr, parce qu'il s'agit d'un algorithme qui est non supervisé, efficace, très efficace, je dis, pour des grandes bases de données, et utile, et aussi utilisé pour la réduction de la complexité des données en regroupant les éléments similaires. Inconvénient ici, ça nécessite de spécifier le nombre de clusters à l'avance. Donc, je dois connaître quel sera le nombre de groupements que l'algorithme va faire. Et si vous ne connaissez pas ça, donc ça va dégénérer. Et aussi, c'est sensible à l'initialisation des centroïdes. Donc, à chaque fois qu'il y a une mise à jour directement, les centroïdes vont changer. Et ne fonctionnent pas bien lorsque les clusters sont de forme complexe. Donc, c'est juste ça. C'est juste les trois algorithmes. Et je vous ai dit qu'il y en a beaucoup d'algorithmes en machine learning, mais les plus utilisés, ce sont les trois. In pour la régression, in pour la classification, in pour les clusters, et ainsi de suite. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous pour l'autre vidéo. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à me la proposer en commentaire ou bien en l'écrivant sur mon email qui sera mis dans la description de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo et je vous dis à bientôt.